Bonjour à tous! Aujourd'hui, c'est destination le soleil puisque je vous emmène à Hawaï, plus précisément sur l'île d'Honolulu, dans le quartier Keimuki. Je vais vous raconter l'histoire de la maison Okasha de Keimuki, qu'on peut appeler The Cat Demon House. Cette maison Okasha, elle se situe à l'angle de la 8e avenue et de Harding Avenue à Keimuki. C'est un quartier d'Honolulu et c'est une demeure qui est vraiment enveloppée de mystère et de terreur. C'est considéré comme l'une des maisons les plus hantées d'Hawaï. Elle a été construite sur une fondation sur 2 lits de roches volcaniques et serait la proie d'un kasha. Alors un kasha, c'est un démon du folklore japonais, une sorte de créature féline des enfers, si on veut. Et l'histoire de cette maison est marquée par des événements tragiques et inexplicables, dont certains sont officiellement documentés par la police, ce qui ajoute une couche de crédibilité aux histoires effrayantes que je vais vous raconter. Alors, avant même les fameux incidents de 1942, il y avait des histoires de meurtres horribles et d'apparitions déjà sur ce terrain. Alors par exemple, il est dit qu'une immigrée japonais a tué sa femme en fait et ses enfants dans cette maison, cachant le corps sur la propriété. Ces événements auraient pu créer le fameux kasha, qui aurait été attiré par la rancune et la colère extrême qui a conduit à ce meurtre-suicide. Voilà, l'incident le plus célèbre, comme je vous disais tout à l'heure, intervient en 1942 et ça implique une série d'événements qui sont assez perturbants, qui ont été à la fois relayés par la presse, mais aussi par des policiers de l'époque qui avaient observé ça de première main, on va dire. Alors, en août 1942, un policier de Honolulu répond à un appel venant de la maison de Keimuki. L'officier, tout de suite en arrivant, a noté la peur extrême de la famille et des événements inexplicables qui semblent confirmer leurs affirmations d'activité paranormale. L'un des récits les plus célèbres qui implique cette maison date de août 1942. Alors, je vais vous faire un compte-rendu un peu plus détaillé. Donc, une mère et ses enfants ont appelé la police dans un état de panique en signalant que quelque chose les attaquait. La police, arrive. Donc, eux aussi se mettent à observer des phénomènes inexplicables, notamment des objets qui se déplacent sans réelle cause apparente. Selon le rapport, il y a une force invisible qui aurait agressé physiquement les occupants de la maison. Un des policiers aurait même vu un enfant être littéralement projeté dans les airs. Les policiers ont également rapporté une sensation d'oppression et une atmosphère extrêmement lourde et effrayante dans la maison. Donc ça, c'était en 1942. Il y a des jolis articles de presse qui relayent ça et vous pouvez trouver aussi en ligne des rapports de police. Donc c'est quand même quelque chose de fiable. L'histoire de cette maison ne s'arrête pas là puisqu'effectivement, vous avez d'autres incidents derrière. Donc au fil des années, d'autres policiers ont rapporté des faits étranges, donc notamment dans les années 50. Donc un autre incident qui applique là encore une famille qui était nouvellement installée dans la maison. Elle a rapidement appelé la police après avoir entendu des bruits étranges et vu des objets se déplacer d'eux-mêmes. Les policiers arrivés sur les lieux ont confirmé avoir entendu ces fameux bruits et ressenti des vibrations étranges dans la maison. On avance un peu dans le temps, années 70. Là, nous avons fait une nouvelle série d'événements qui a attiré l'attention de la police. Donc 3 femmes qui louaient la maison de Keimuki ont appelé la police pour avoir été témoins de phénomènes qu'elles disaient étranges et effrayants, on a toujours les mêmes mots, et se sentaient en danger et ont décidé de quitter la maison immédiatement. Elles ont signalé des attaques physiques par une force invisible. Un officier est dépêché sur place pour les aider à quitter la maison. Les policiers arrivés sur les lieux ont trouvé des traces de griffures sur les murs et des objets déplacés qui se déplaçaient toujours sans explication rationnelle. Les incidents impliquent des bruits mystérieux, là encore, des mouvements inexpliqués d'objets et des sensations de présence oppressantes. Bien que les détails spécifiques varient en fait entre les différents rapports établis par les différents membres des forces de police, ce qu'on sait, c'est que les femmes ont rapidement rassemblé leurs affaires et se sont dirigées vers la voiture de l'une d'entre elles qui était stationnée devant la maison. Alors qu'elle montait dans la voiture, quelque chose de très bizarre s'est produit, donc toujours sous l'œil des policiers. Une force invisible a commencé à secouer violemment la voiture. Les portières de la voiture se sont ouvertes et fermées d'elles-mêmes.
et une des femmes a été tirée hors de la voiture par une force invisible et projetée au sol. Tout ça devant les yeux ébahis des policiers. L'officier de police qui a fait le rapport, du coup, dit qu'il n'y avait personne autour et qu'il ne pouvait pas expliquer ce qu'il voyait. La force semblait être invisible, mais extrêmement puissante. L'officier, lui, a essayé d'aider les femmes, mais l'activité paranormale persistait, ce qui a provoqué une grande panique, j'imagine. Donc, les témoignages des femmes et de l'officier de police ont ajouté une crédibilité supplémentaire à ces histoires de hantises associées à cette fameuse maison. L'incident impliquant la portière de voiture est l'un des récits les plus troublants et convaincants de la maison. C'est-à-dire que là, effectivement, on est quand même sur du top, quoi. Il met en lumière, et puis surtout qu'il met un peu en lumière la potentielle dangerosité de ce phénomène, puisqu'il n'a pas hésité à sortir de la maison, et puis effectivement, là, on a quelque chose qui n'hésite pas à secouer une voiture et à tirer quelqu'un hors de l'habitacle. Dans les années 80, une autre famille signale effectivement avoir vécu des expériences troublantes, telles que des portes qui se ferment et s'ouvraient d'elles-mêmes, les lumières qui vacillent, elles s'allument, elles s'éteignent sans raison apparente, des objets qui disparaissent pour réapparaître ailleurs, et l'un des enfants de la famille aurait vu une vieille dame dans sa chambre, la nuit, une apparition qui disparaissait dès qu'il allumait la lumière. Les témoignages ne s'arrêtent pas aux habitants de cette maison, puisqu'elle s'étend également aux voisins qui ont, au fil des années, apporté des témoignages. Donc, certains voisins ont affirmé avoir entendu des cris et des pleurs venant de la maison lorsqu'elle était inoccupée. D'autres ont même mentionné des bruits de meubles déplacés et des claquements de portes en pleine nuit. D'autres voisins ont déclaré avoir vu des ombres mouvantes et des silhouettes fantomatiques près des fenêtres ou autour de la maison. Toutes ces apparitions disparaissaient rapidement, ce qui ajoutait un petit peu d'inquiétude au niveau du lieu, ça ne pouvait pas être un rôdeur. Au niveau des témoignages, on a aussi des témoignages de visiteurs et d'enquêteurs en paranormal. Donc, plusieurs équipes de chasseurs de fantômes et d'enquêteurs paranormaux ont enquêté sur la maison de Keimuki. Ils ont tous rapporté des lectures anormales de leur équipement, y compris des fluctuations de température drastiques et des niveaux élevés de champs électromagnétiques dans certaines parties de la maison. Certaines équipes ont capturé des PVE, donc des phénomènes de voix électroniques, EVP en anglais, ou d'autres photos montrant des anomalies, telles que des orbes ou des formes indistinctes. En tout cas, les rapports policiers et les articles de presse de l'époque ont contribué à documenter les événements, ce qui rend quand même les histoires plus tangibles et beaucoup plus crédibles. Pour les gens du quartier de Keimuki, il s'agit de l'œuvre d'un kasha, donc il ne faut pas oublier que la population hawaïenne est à grande partie d'origine japonaise, donc effectivement, ce qui explique pourquoi ils ont tout de suite pensé à cette créature mythique du folklore japonais. Donc le kasha, c'est un esprit malveillant du folklore japonais, connu pour consommer le corps des morts ou des vivants. Alors, les témoignages policiers renforcent un peu cette idée du Keimuki, puisqu'effectivement, les histoires sont liées à la mort et au corps des défunts. Donc, si on établit un portrait robot, on va dire, de l'apparence physique du kasha, les kashas sont souvent décrits comme des créatures félines monstrueuses. Dans certaines représentations, ils ressemblent à des grands chats d'ammoniac en feu, avec des yeux perçants et des griffes acérées. Parfois, le kasha peut être représenté par des genres d'êtres, on va dire, hybrides, humanoïdes, avec des traits félins, souvent enveloppés de flammes infernales. Le terme kasha, lui, se traduit littéralement par chariot de feu, mais il est souvent aussi interprété comme chat de feu. Donc ce nom fait référence à l'apparence enflammée de la créature et à leur association avec les enterrements et la crémation notamment. Au niveau de son comportement, alors là c'est là où les histoires rentrent un petit peu plus dans vraiment le folklorique, il y a quand même une notion de vol de corps, c'est-à-dire que le kasha sont principalement connus pour manger la chair morte et voler le corps des défunts. Ils apparaissent souvent lors de funérailles ou des crémations pour emporter les cadavres, empêchant ainsi les âmes des défunts de trouver la paix. Selon certaines légendes, le kasha enlève les corps des personnes ayant commis des actes mauvais, les emmenant en enfer comme une forme de châtiment. Donc on est un peu sur les idées des chiens de l'enfer. Ils sont aussi connus pour interrompre les rituels funéraires.
Donc il perturbe les cérémonies funéraires, provoquant le chaos et la terreur parmi les personnes présentes, oui j'imagine. Dans certaines histoires, il se cache sous la forme de chats ordinaires avant de révéler leur véritable nature lors des rituels. Les Kashas peuvent également utiliser le corps des défunts pour fabriquer des genres de marionnettes macabres, donc effectivement prennent possession du corps, et ça leur permet aussi d'augmenter leur pouvoir et leur influence, puisqu'effectivement ils peuvent vraiment prendre possession de la personne décédée. Donc dans le folklore, on trouve une recette, on va dire, de précaution, de contre-mesures à prendre au cas où on a affaire à un Kasha. Donc premièrement, c'est les rites et les prières. Donc il y a divers rituels et des prières qui sont effectués pour protéger le corps des défunts contre les Kashas. Après, d'une région à une autre, il faut savoir que les rites varient. Il y a une genre de tradition régionale. Certains objets et symboles sont aussi utilisés pour éloigner les Kashas. Par exemple, dans certaines régions, on pense que des clochettes ou des amulettes spéciales placées dans le cercueil ou autour des lieux de sépulture permettent de se prémunir de ce chat de l'enfer. Alors, dans le contexte de la maison de Kaimuki, le Kasha est souvent décrit en fait comme un esprit qui est mangeur de chair humaine, qui est littéralement attiré par les endroits où des événements tragiques ou violents se sont produits. Donc on a parlé de meurtre-suicide précédemment, de choses comme ça. Donc sa présence pourrait expliquer les phénomènes violents rapportés à la maison de Kaimuki. Et puis, il ne faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, que Hawaï a une forte population japonaise et les croyances traditionnelles peuvent avoir influencé, du coup, les interprétations des événements. Selon la nationalité de la personne qui vit ces phénomènes paranormaux, on peut avoir des explications qui sont différentes, c'est sociologique. Alors, selon la légende, le Kasha, il est particulièrement attiré par les maisons ayant des histoires troubles. Et sa présence dans la maison s'aligne avec ce récit, en fait, puisque on a toute... Alors, qu'est-ce qui pourrait, du coup, expliquer que les phénomènes vécus... Alors, pourquoi, effectivement, il y aurait plus de phénomènes à cette adresse? Alors, déjà, il y a le terrain. Certaines histoires locales suggèrent que la maison a été construite sur un ancien lieu de sépulture ou de rituels anciens ont eu lieu, ce qui pourrait expliquer cette activité paranormale. Bien que, bien sûr, c'est pas vérifiable par des récits écrits ou des choses comme ça, des documents. Il y a, comme je vous disais tout à l'heure, des rumeurs de tragédies assez persistantes, comme des suicides ou des meurtres, qui ont eu lieu dans la maison ou sur le terrain, qui pourraient avoir contribué à une genre d'ambiance hantée, on va dire de vibe mortelle. Encore une fois, ces histoires-là n'ont pas été confirmées, ça reste des légendes urbaines, comme on dit. Alors, est-ce que la question ensuite qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'un Kasha, du coup, un cat demon, est-ce que ça pourrait vraiment être lui, ou est-ce que ça pourrait être quelque chose d'autre quelque part? Donc voici déjà, moi je me suis penchée un peu sur les facteurs environnementaux, rationnels, qui pourraient expliquer tout ce qui se passe. Alors, il y a déjà, au niveau environnemental, tout ce qui est gaz, les gaz toxiques, les moisissures. On sait comme des gaz comme le monoxyde de carbone ou certaines moisissures peuvent provoquer des hallucinations, des sensations de suffocation et des comportements irrationnels. On pense par rapport à l'ergot dans les céréales, notamment. Il pourrait également avoir des problèmes structurels, c'est-à-dire que les vieilles maisons pourraient avoir des problèmes structurels qui provoquent des bruits et des mouvements inattendus. Par exemple, notamment lors de changements de température entre le jour et la nuit, ça pourrait causer des craquements, des portes éventuellement qui s'ouvrent si le chambranle n'est pas posé bien droit, ou qui se ferment d'elles-mêmes. Il pourrait aussi y avoir une influence électromagnétique particulière à cet endroit-là. Donc on sait que des niveaux élevés de champs électromagnétiques, donc les fameux EMF, peuvent provoquer des sensations de malaise, des hallucinations et d'autres symptômes physiques inexplicables, comme des nausées. Alors si on se tourne vers le surnaturel, oui, ça pourrait être un Kasha, mais ça pourrait être aussi tout simplement un esprit humain comme un ancien résident. Certaines légendes locales suggèrent que la maison pourrait être hantée par l'esprit d'un ancien résident, potentiellement quelqu'un qui avait subi une mort violente ou tragique. On pense notamment à cette histoire de meurtre-suicide qui est liée à la maison, et ça pourrait effectivement expliquer cette présence persistante. Et puis c'est le genre de hantise que pourrait être faite par quelqu'un effectivement qui est en colère et qui souhaite faire peur aux occupants pour qu'ils partent, ça c'est possible. Le fait qu'il y ait des bruits étranges, des choses de lancer, on peut penser à un poltergeist, hypothèse numéro 2.
Donc un poltergeist, c'est un type de phénomène paranormal qui est caractérisé par des manifestations violentes et perturbatrices. Donc le terme poltergeist vient de l'allemand. Poltern signifie faire du bruit et Geist signifie esprit. Donc contrairement, on va dire, aux fantômes traditionnels, les poltergeists sont connus pour leur activité bruyante et souvent destructrice. Donc un esprit malveillant ou un poltergeist pourrait être responsable de phénomènes violents signalés, parce qu'ils sont connus pour déplacer les objets, provoquer des bruits inexplicables, parfois même s'attaquer physiquement aux personnes présentes. Et ils sont souvent associés à des lieux où il y a eu des événements traumatisants. Donc là, on est pas mal, puisqu'effectivement, les différentes couches de hantise depuis les années 40 font qu'il y a comme un climat, effectivement, qui se développe. Les gens en parlent, donc quelque part, ils s'auto-persuadent aussi. Ça pourrait également être une entité démoniaque, pourquoi pas. Donc pas forcément japonaise, mais tout court. Donc les entités sont une autre possibilité. Donc contrairement aux esprits humains, les démons sont souvent décrits comme des extrêmement malveillants et capables de causer des dommages physiques significatifs. Donc on repense notamment à l'épisode de la voiture qui est secouée, où on ouvre et on ferme les portières et où on a carrément essayé de sortir par la jambe une des conductrices, enfin une des passagères. Ouais, là c'est quand même, faut un niveau d'énergie quand même assez... quand même quoi. Et puis du coup, on sait aussi qu'il aurait pu être attiré, ce démon, par des activités occultes et des événements tragiques qui ont lieu dans la maison, puisqu'effectivement, si cette maison avait dans le secteur, on va dire une aura de maison hantée, il y aurait pu avoir des cérémonies de fête, des rituels sacrificiels, des choses comme ça, des ouvertures de portes qui ont été pratiquées et qui font que il y a des choses qui rentrent à côté. Je ne vais pas vous lancer sur la Ouija. Pourrait également être expliqué une partie ou la totalité par ce qu'on appelle la mémoire des murs ou ce qu'on appelle l'énergie résiduelle. Donc l'énergie résiduelle, c'est un concept dans le paranormal où des événements traumatiques laissent une genre d'empreinte, d'impression sur un lieu. Donc ça imbibe littéralement les murs et le plancher. Cette énergie peut se manifester sous forme de phénomènes répétitifs, comme des bruits de pas, des portes qui claquent ou même des apparitions. Alors contrairement, on va dire, aux esprits qui sont totalement conscients et qui interagissent, consciemment, cette énergie, en fait, elle n'est pas consciente, elle ne pourra pas interagir avec les vivants, elle ne pourra pas vous répondre si vous posez une question. C'est un peu comme, un magnétophone que vous lancez régulièrement à la piste, qui s'auto-lance. En tout cas, ce que l'on peut dire, si on veut résumer cette histoire, c'est que, qu'on croit ou non au surnaturel, de toute façon, ces histoires contribuent à la riche tapisserie du folklore local. C'est-à-dire qu'effectivement, waouh quoi. Alors cette maison, comme je rappelle, était au coin de la 8e avenue de Harding. Donc la fameuse maison hantée, aujourd'hui, elle a été démolie en 2016. Ils ont reconstruit une autre maison à la place. On va dire que les divers étranges événements qui ont été signalés à la maison, du coup, étaient quand même très fournis. Moi, je trouve que c'est quand même très documenté entre la police, les voisins, les locataires, d'autres chasseurs de fantômes. Surtout les policiers de toute façon. On va dire que c'est certainement l'un des lieux les plus étranges et les plus hantés d'Hawaï. Alors que ce soit le fruit de l'imagination collective influencée par un folklore ou de véritables manifestations paranormales, en tout cas, ça continue au jour d'aujourd'hui à fasciner, à effrayer. Et puis, tous ces rapports de police, ces articles de presse que vous pouvez trouver en ligne, ça laisse quand même question, qu'on croit au paranormal ou pas, on va dire, pour une fois, il y a du tangible. Donc, j'espère que cette histoire vous a plu, j'espère vous avoir appris des choses. Je vous propose de nous retrouver une prochaine fois. En attendant, je vous dis au revoir et prenez soin de vous.